Mayotte, vous me pardonnerez l'expression, est à poil. Nous sommes tout nus. Pas un arbre pour cacher la forêt. Impossible de se cacher derrière son petit doigt pour justifier l'injustifiable. Bonjour et bienvenue à tous. La séance est ouverte sur LCP. À l'ordre du jour, ce lundi 20 janvier 2025, un texte d'urgence pour reconstruire rapidement Mayotte. Alors, ce projet de loi est le premier débattu dans l'hémicycle depuis que le gouvernement de François Bayrou est en place. Le texte doit permettre d'accélérer la reconstruction de l'archipel en permettant de déroger à certaines règles d'urbanisme et en facilitant, par exemple, les expropriation. Direction l'hémicycle pour suivre la discussion générale de ce projet de loi. Premier à monter à la tribune, Manuel Valls, le nouveau ministre des Outre-mer, qui fait son retour dans le chaudron parlementaire. Depuis que j'ai pris mes fonctions de ministre des Outre-mer le 23 décembre dernier, la situation à Mayotte s'est imposée à moi, évidemment, comme une urgence immédiate, comme la priorité numéro 1 de mon action. Ça l'est également pour le Premier ministre et pour l'ensemble du gouvernement, engagé dans la réponse à la crise et dans la déclinaison progressive, difficile, il faut l'admettre, mais rapide, du plan Mayotte debout, annoncé le 30 décembre dernier, sur place par François Bayrou. Nous devons donc refonder Mayotte, de Matsomboro à Kanikeli, du lagon à la forêt, de la petite terre à la grande terre. Nous devons refonder Mayotte, des logements à l'accès aux soins, de l'agriculture à la pêche, de l'école aux infrastructures d'eau et d'assainissement. Nous devons refonder Mayotte en faisant ressortir le meilleur d'elle-même et en la débarrassant des fléaux qui la dénaturent, l'habitat illégal et l'immigration irrégulière. Une équipe dédiée se met en place actuellement auprès de mon cabinet et auprès de la Direction générale des Outre-mer pour suivre minute par minute la situation à Mayotte. Elle sera composée de spécialistes sur tous les sujets dans une approche interministérielle et sera en lien très étroit, évidemment, avec la préfecture sur place, dont les moyens humains et matériels ont été renforcés et le seront encore davantage, avec les élus aussi. Et il nous faudra renforcer l'ingénierie, notamment du conseil départemental et des communes. Ce projet de loi est donc une réponse incontournable, mais il n'est qu'une première réponse. Viendra donc le troisième temps, refonder Mayotte avec des mesures structurelles portées par un autre texte de loi. Le Premier ministre l'a annoncé, nous allons concerter très largement dans les prochaines semaines pour avancer sur d'autres mesures législatives plus structurelles, plus de long terme. Nous vous présenterons donc dans les 2 mois un second projet de loi, un projet de loi programme de refondation de Mayotte. Ce texte visera ainsi à permettre le développement économique, éducatif et social du territoire sur de nouvelles bases. C'est ainsi, par exemple, que nous instituerons, peut-être sans passer par cette loi, une zone franche globale ou que nous agirons sur la politique de la ville. Pour cela, nous avons aussi besoin de la vérité sur les chiffres pour calibrer la solidarité nationale et connaître aussi la réalité de l'immigration illégale à travers le recensement demandé par le Premier ministre à l'INSEE qui devra se faire avec les élus locaux. Car ne nous mentons pas, si le cyclone a ravagé Mayotte, il a surtout révélé et exacerbé les problèmes, les difficultés, les calamités qui existaient déjà. J'ai évoqué la pauvreté, mais je veux dire que Mayotte plisse déjà depuis des années sous le poids de 2 fléaux qui la rongent, l'habitat illégal et l'immigration irrégulière, clandestine. Y a-t-il quelqu'un ici pour défendre l'habitat illégal? Ces constructions de fortune tenant à peine debout, surtout après le cyclone, reconstruites dans des conditions qu'on peut imaginer, excédant les Mahorais. Et je le dis avec clarté, une nouvelle fois, nous ne laisserons pas Mayotte redevenir une île bidonville. Les opérations régulières de décasage doivent se poursuivre. Vient alors la grande question. Mais où les mettrez-vous? À cette question, il n'y a qu'une seule réponse possible. Elle nous gêne peut-être, mais elle est têtue. Pour ce qui concerne les Mahorais et les étrangers légaux qui vivent dans ces habitats insalubres, car c'est le cas aussi, et ils existent donc, nous devons de construire les conditions économiques et sociales pour qu'ils puissent en sortir. Ça ne doit pas être un vœu pieux, c'est une vraie difficulté. Pour les autres, les illégaux, il faudra les renvoyer chez eux. 50% de la population sur Mayotte est étrangère. Le directeur de l'INSEE, dans une interview dans Le Monde cet après-midi, le confirme. L'immigration illégale
pèse sur tous les aspects de la vie quotidienne de nos compatriotes, nourrit l'ultraviolence et alimente des réseaux de trafiquants d'êtres humains à Mayotte et à l'extérieur. C'est indigne de la République et des valeurs universelles que nous voulons défendre. L'immigration clandestine nécrose Mayotte. Les Mahorais n'en peuvent plus. Ils ont le sentiment d'être submergés sous la pression du pays voisin. Ils ont l'impression d'être abandonnés par la France. La société craque et le pire est possible sur place. Ayons-le en tête. La lutte contre l'immigration clandestine constituera donc un volet primordial du second projet de loi sur lequel nous travaillons évidemment avec Bruno Retailleau. Mais dès à présent, nous rétablissons nos moyens de détection des entrées illégales par voie aérienne et maritime. Certains ont été abîmés évidemment par le cyclone. Et ces moyens vont d'ailleurs monter en gamme comme annoncé dans le plan Mayotte debout. La rapporteure de ce projet de loi, c'est Estelle Youssoufa, députée de Mayotte. À la tribune, elle fait le bilan des dégâts humains et matériels très importants. Mayotte, où l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été décrété et qui a à nouveau été frappé à la mi-janvier par une nouvelle tempête tropicale de grande intensité. Au cours des débats en commission parlementaire, l'élu du 101e département français avait par ailleurs déploré un projet de loi élaboré sans consultation des acteurs locaux et qui restent largement muets sur des sujets essentiels tels que l'immigration. Retour en séance. Le cyclone Chido a ravagé notre île le 14 décembre. Le 13 janvier, c'est Dikeledi qui a continué le travail de dévastation et la saison cyclonique, je vous le rappelle, n'est pas finie. Depuis hier, c'est le choléra qui frappe avec un premier cas déclaré. Nous avons à Mayotte l'impression d'un calvaire sans fin, d'un martyr qui vient s'ajouter aux années de crise successives. Mayotte, française depuis 1841, mais sans eau courante avant le cyclone, et maintenant sans électricité pour une bonne partie de l'île. Il y a des efforts et des renforts, oui, mais pas à hauteur des besoins. Je le dis ici et je le répète depuis le lendemain du cyclone, toute la population est vulnérable à Mayotte. Tout le monde a subi des dégâts importants sur son habitation ou carrément perdu son toit, soit son outil de travail ou encore son emploi. Tout le monde subit des coupures d'eau. Tout le monde subit les violences des pillages et des caillassages qui ont repris, la hausse des prix et les ruptures de stock dans les magasins. Tout le monde subit la hausse de prix imposée par Air Austral. Tous les habitants de Mayotte souffrent. Riches et pauvres, Mahorais, Indiens, hexagonaux ou étrangers, toute la population est vulnérable et il faut massifier enfin l'aide pour notre territoire parce que tout le monde à Mayotte est à bout de force. L'orgueil de notre pays, c'est de proposer de l'aide internationale au reste du monde, mais c'est de la refuser pour Mayotte et d'affirmer que l'on gère au mieux la situation alors que la population a faim et soif. À Mayotte, vos compatriotes subissent des coupures d'électricité, mais sont rationnés pour les achats de packs d'eau dans les magasins dans lesquels des ruptures de stock sont fréquentes. L'aide alimentaire s'est résumée à une boîte de sardines et une bouteille d'eau par personne pour une semaine. Un effort logistique énorme pour un résultat dérisoire. Et le déni de la réalité avec des communiqués gouvernementaux affirmant que l'électricité est remise à 80% alors qu'il ne s'agit pas des foyers, mais des bâtiments publics prioritaires. Il y a des efforts et des renforts, oui, mais pas à hauteur des besoins, et la majorité des foyers n'a toujours pas d'électricité à Mayotte. Le cyclone Chido nous a frappés voilà 37 jours. La plupart des familles mahoraises n'a toujours pas vu la couleur de la moindre bâche pour protéger sa tête. 90% des foyers mahorais n'ont pas d'assurance et nous n'avons pas encore les détails concrets, aucune modalité pratique sur la promesse faite par le Premier ministre de nous aider à reconstruire nos maisons. J'entends ici les déclarations du ministre des Outre-mer, que je remercie, mais je lui répète ici l'urgence d'enfin atteindre les foyers. Parce que cette loi d'urgence ne dit absolument rien sur la première des nécessités, nous donner un toit. Comme l'a expliqué un conseiller départemental à la présidente de l'Assemblée nationale lors de sa visite, et je l'en remercie encore une fois, Mayotte, vous me pardonnerez l'expression, est à poil. Nous sommes tout nus. Pas un arbre pour cacher la forêt, impossible de se cacher derrière son petit doigt pour justifier l'injustifiable, pour justifier l'anarchie administrative, le grand n'importe quoi des exceptions, ordonnances et décrets qui laissent depuis des décennies Mayotte en dehors de la République avec des inégalités structurelles et des injustices inacceptables. Le cyclone remet tragiquement les compteurs à zéro
et nous offre cette opportunité historique de reconstruire correctement Mayotte, d'aligner enfin nos droits sur ceux du reste du pays et de mettre fin au désordre migratoire qui déstabilise notre département. Nous estimons que le cyclone Chido nous impose de reconstruire Mayotte mieux, durablement, solidement, pour sortir du précipice, résister au changement climatique, offrir un avenir à nos enfants et construire la prospérité de demain. Nous avons la force de tenir, le courage de reconstruire. Nous vous demandons le courage d'enfin agir. Les crises sont un révélateur des caractères, mais aussi des fragilités du système. La grandeur et la mesquinerie des uns et des autres sont visibles de tous, les insuffisances impossibles à masquer. Le Premier ministre a présenté le 30 décembre dernier le plan Mayotte debout avec pour ambition d'accélérer la reconstruction, mais également de mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires. Nous cherchons malheureusement en vain dans ce projet une réelle ambition ou même la traduction législative de Mayotte debout. Nous sommes face à un texte technique rédigé par la haute administration au lendemain du cyclone et avant la formation du gouvernement, sans consultation avec les élus locaux ni les parlementaires. Ce qui nous est présenté apporte certes des réponses utiles pour accélérer la reconstruction, mais il reste largement muet sur les sujets essentiels tels que l'immigration. Alors que le Premier ministre Bayrou, comme ses prédécesseurs, constate vraiment, condamne fermement, déplore avec encore plus de fermeté l'ampleur des flux migratoires et le scandale des bidonvilles, l'État a regardé les bras ballants, les mêmes bidonvilles repoussés comme des champignons et les bateaux chargés de migrants continuaient à débarquer à Mayotte. Les autorités sur place ont laissé les pillages se dérouler pour voler dans nos maisons et les établissements publics les matériaux de reconstruction des bidonvilles. Une telle passivité qui frise la complicité, et certains en viennent à se demander si le problème migratoire et les bidonvilles ne sont pas les excellentes mauvaises raisons de l'État pour ne rien faire à Mayotte. Parce que déployer la Marine nationale pour protéger la frontière de Mayotte est visiblement mission impossible. Parce que faire appliquer la loi qui interdit les constructions illégales et insalubres à Mayotte est visiblement mission impossible. Parce qu'imposer des sanctions financières contre les dirigeants comoriens impliqués dans le trafic humain et détruire les usines Aquassa semble toujours mission impossible. La décision du gouvernement de passer par des amendements de son propre texte pour lutter contre la reconstruction des bidonvilles l'a exposé à l'irrecevabilité. Là encore, la méthode gouvernementale d'un échec annoncé sur cette question interroge sur la sincérité de sa démarche. Chido est passé à Mayotte, mais il semble que ce soit le Quai d'Orsay qui souffre de dégâts majeurs, puisqu'elle est totalement à faune face aux déclarations du président Azali, revendiquant encore une fois Mayotte la semaine dernière. Notre diplomatie reste à genoux devant les Comores qui déstabilisent notre île depuis quasiment 50 ans, avec la complicité de nos diplomates et de certains hauts fonctionnaires qui estiment que le vote souverain répété des Mahorais de Mayotte ne vaut rien. Notre diplomatie à genoux devant les Comores, nains diplomatiques, paradis de la corruption, dictature violente qui assume son ingérence dans nos affaires internes et qui vient d'exprimer par la voix du président Azali une cinglante fin de non-recevoir pour ses ressortissants en situation irrégulière à Mayotte. Réaction de Paris, silence absolu, la grande puissance mondiale émasculée par les Comores. Pour rappel, plus de la moitié de la population est étrangère à Mayotte et la destruction des radars, mais aussi celle de la maigre flotte de surveillance maritime dédiée à la lutte contre l'immigration clandestine, laisse maintenant les migrants arriver quotidiennement sans entrave sur notre île depuis le cyclone. Nous estimons que notre île n'est pas en capacité d'assurer les besoins vitaux et les droits fondamentaux des ressortissants français, que Mayotte ne peut pas accueillir davantage. Mayotte n'a qu'un seul hôpital qui est partiellement détruit. 80% des écoles sont détruites. Le gouvernement prévoit de scolariser les enfants à tiers-temps dans des tentes en pleine saison des pluies. La production d'eau potable est insuffisante et les services publics ne fonctionnent pas normalement. Nous vous le disons, Mayotte ne peut pas accueillir davantage. Et nous, élus locaux et parlementaires mahorais, avons demandé en vain la destruction des bidonvilles, mais aussi la suspension des délivrances de titres de séjour et demandes d'asile dans notre département. Le Conseil départemental a émis un avis réservé face à ce projet de loi qui lui a été remis avant l'ajout des amendements du gouvernement et de votre rapporteur. L'Association des maires de Mayotte et le Conseil économique social de Mayotte ont aussi fait part de leur déception. Je note également qu'il s'agit d'un projet de loi sans financement. La question essentielle des moyens consacrés à la reconstruction de Mayotte est renvoyée à plus tard. Je veux aussi parler du sujet extrêmement sensible des expropriations.
À Mayotte, vous le savez peut-être, l'État a très peu de foncier, trop peu à son goût. Et son souhait d'obtenir, grâce à la loi d'urgence, des pouvoirs dérogatoires pour les expropriations alarme à juste titre la population. On ne peut pas utiliser le cyclone Chido et le prétexte de la reconstruction pour prendre les terres des Mahorais en s'asseyant sur le droit à la propriété protégé par la Constitution. Le désordre foncier à Mayotte était antérieur au cyclone et jamais l'État n'a fourni les moyens financiers et humains nécessaires pour régler le sujet. Il ne propose toujours pas d'en donner et choisit au contraire d'exproprier en accéléré avec un champ d'action qui semble bien trop large et imprécis pour un tel pouvoir. Le cyclone nous a déjà tout pris, la terre héritée de nos aïeux ne peut être arrachée aux Mahorais. Je m'oppose donc fermement à ces pouvoirs exorbitants avec un amendement de suppression de l'article 10 qui a été accepté en commission dans la réunion tenue au titre de l'article 88 du règlement. Je demande ici solennellement à l'État de revoir son approche pour une reconstruction qui se fasse avec les Mahorais et pour les Mahorais. En conclusion, je vous rappelle notre devise, Rahashiri, qui signifie « Nous sommes vigilants ». Mayotte vous regarde et compte sur vous. Je vous remercie. Sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, on reconnaît la nécessité de voter un texte d'urgence pour ce bout de France dévasté par le cyclone. Le projet de loi a d'ailleurs été largement adopté en commission parlementaire une semaine plus tôt. Mais malgré ce consensus, ces mesures d'urgence sont jugées insuffisantes par de nombreux députés. La droite regrette que la question très sensible de l'immigration clandestine ne figure pas dans le texte. La gauche, elle, dénonce l'absence de vraies mesures sociales. Enfin, pour la députée Ankia Bamana du Rassemblement national, le texte, dit-elle, passe à côté de son sujet en ne permettant pas de lutter contre le défi de l'immigration clandestine. Les Mahorais ont faim, toujours faim. Les Mahorais ont toujours soif. Les Mahorais n'ont plus de toit, il ne reste plus rien. Rien sauf Dikiledi qui vient de provoquer des inondations sur un sol déjà artificialisé par Chido, déversant des tonnes de déchets dans notre lagon, le plus beau du monde. Mais nous avons ce texte, un texte qui va permettre de légèrement desserrer le carcan administratif et partant de reconstruire plus vite. Il manque pourtant cruellement d'ambition. La première est le manque de concertation des élus locaux pour sa conception, ce qui les a obligés à s'autosaisir pour pouvoir dire ce qu'ils pensent des besoins du département. Il reste un sujet majeur, l'éléphant dans la pièce, qui est bien présent et que personne ne veut ni voir ni évoquer, que nous avons dû faire entrer dans la discussion à défaut de le faire entrer dans le texte. C'est celui de la submersion migratoire. Il est temps, Monsieur le ministre d'État, de sortir de l'illusion que les bidonvilles seraient des abris et d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont en réalité, des pièges mortels. Oui, Chido a tué. Et face à l'insécurité qui gangrène le département, face aux risques sanitaires, le premier cas de choléra est apparu ce week-end. Les pouvoirs publics sont astreints à une obligation de résultat. Selon Albert Einstein, la folie, c'est de refaire toujours la même chose et s'attendre à ce que les résultats soient différents. Aujourd'hui, le peuple mahorais attend une volonté réelle du gouvernement et du Parlement de sortir notre département du chaos. Il faut donc accorder les paroles aux actes. Je vous remercie. Donc nous allons pouvoir aborder les amendements à l'article. Le premier, le numéro 41, Monsieur Gosselin. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, il s'agit d'essayer de faire assez vite et l'article 1er prévoit un délai de présentation de l'ordonnance de 3 mois. Alors je sais bien qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais nous voudrions quand même pouvoir accélérer ce délai de présentation et la proposition donc, qui est faite dans cet amendement, c'est d'abaisser ce délai de 3 mois à 2 mois. Voilà, 1 mois, ça peut paraître peu, mais en réalité, il y a vraiment urgence, nécessité de reconstruire, nécessité d'héberger, nécessité d'assurer la scolarisation et je dirais nécessité d'assurer l'essentiel à Mayotte qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Merci beaucoup. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure ?
Merci, chers collègues. Alors, effectivement, avis malheureusement défavorable parce qu'on en avait parlé en commission. Il me semble que 2 mois, c'est trop court pour mener les consultations qui sont nécessaires pour l'établissement du nouvel établissement public qui va naître dans quelques semaines. Donc, évidemment, aller vite, mais la mission préfigurative est déjà en cours. Il faut quand même qu'on puisse associer toutes les parties concernées. Donc 3 mois, c'est pas de trop. On est nombreux tout à l'heure à avoir expliqué qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation pour la reconstruction de Mayotte. J'en profite pour préciser que philosophiquement et politiquement, nous sommes évidemment contre le recours excessif aux ordonnances, mais en la matière, nous acceptons en raison de l'urgence, tout simplement, à reconstruire. Nous considérons par ailleurs que les dérogations en termes de délai dans ce texte sont déjà importantes. Et puis il y a aussi les réalités matérielles dont il faut prendre compte. On l'a dit, les difficultés à travailler en concertation sont importantes. On a aussi rappelé qu'il fallait discuter avec tout le monde et ça ne se fait pas dans des délais réduits. Donc nous voterons contre cet amendement et suivrons l'avis des rapporteurs et du gouvernement. Je mets aux voix l'ensemble de l'article. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 134, exprimé 133, majorité 67, pour 133, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cet article 1. Nous en arrivons à l'article 2. J'ai quelques inscrits sur l'article et je vous indique que sur l'amendement numéro 272, je suis saisie d'une demande de scrutin public que je vais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Alors, on inscrit sur l'article pour le groupe Droite républicaine, Madame Valérie Bazin-Malgras. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article vise à permettre la rapide reconstruction des établissements scolaires de l'archipel mahorais. L'école est effectivement un pilier de notre République, ferment de l'émancipation sociale des citoyens. Et il est nécessaire de rétablir au plus vite cette porte d'accès à la réussite des jeunes mahorais. Cette reconstruction se ferait par l'État en lieu et place des collectivités locales lorsqu'il apparaît que ces biens ont été très fortement endommagés. Si l'intervention de l'État est la bienvenue, lequel apportera sa puissance financière et d'ingénierie à un territoire exsangue, pour autant, il est nécessaire que ces opérations se fassent conformément aux volontés des collectivités locales. Je tiens donc à saluer les amendements adoptés en commission à l'initiative de Madame la rapporteure, sollicitant des avis conformes des collectivités locales concernées. Je pense effectivement que l'action publique dans notre pays doit se faire en bonne intelligence avec les territoires, condition essentielle à sa réussite. Je vous remercie. Donc cet amendement que je vous propose, chers collègues, vise à augmenter le taux de scolarisation qui était celui qui prévalait donc avant le passage du cyclone Chido à Mayotte. Ce taux de scolarisation était à seulement 73% contre presque 100% évidemment dans l'Hexagone. Et finalement, c'est intéressant qu'on commence le projet de loi par cet article 2, enfin, en tout cas, quand on rentre un peu dans le détail des sujets, puisque ce qui va beaucoup nous occuper, je pense, sur ce projet de loi, c'est de savoir si oui ou non, on va privilégier de faire entrer Mayotte dans le droit commun de la République ou de multiplier les dérogations sur tous les sujets. Et peut-être que le premier sujet sur lequel on pourrait s'entendre sur le principe d'une application républicaine ferme est celui de la scolarisation, finalement. Encore une fois, on ne réglera pas, et je crois que le président de la République française lui-même l'a compris finalement, la question de la scolarisation à Mayotte en ayant une ambition moins-disante sur la reconstruction des écoles, mais plutôt en affirmant un principe de solidarité nationale qui devrait prévaloir tant qu'effectivement nous n'avons pas eu le temps de redresser l'ensemble des infrastructures et des services publics sur l'archipel, en scolarisant des enfants, et on reparlera sur différents sujets de cette solidarité nationale dans l'Hexagone. Je vais vous renvoyer à ce qui vient de se passer ces derniers jours à Mayotte. Le lycée Bamana, qui a accueilli des réfugiés, s'est retrouvé l'objet d'une bataille intense avec des parents d'élèves qui se sont mobilisés pour exiger l'évacuation de ces réfugiés. Je pense que vous n'ignorez pas que de nombreux bâtiments scolaires qui ont servi d'abri ont été détériorés, c'est-à-dire, parce qu'on va rentrer dans la granularité, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement détruit, c'est pillé,
les salles de classe ont servi de toilettes, c'est-à-dire que les personnes ont déféqué dans les salles de classe, ont mis des graffitis partout, ont détruit systématiquement, méthodiquement des établissements scolaires. Et que la crainte des parents fondée, parce qu'on l'a vu au stade de Cavani l'année dernière, c'est que les installations publiques servent d'abri pour tous les migrants qui continuent à arriver à Mayotte quotidiennement. Vous, avec votre amendement, ce que vous êtes en train de dire, c'est entérinons dans la loi l'obligation de scolariser tous ceux qui arrivent à Mayotte, alors que, la collègue Bamana vous l'a rappelé, à Mayotte, nos enfants n'ont pas le nombre d'heures que tous les enfants de France et de Navarre ont parce qu'on n'a pas assez de place dans les salles de classe. On est déjà en rotation. Là, l'éducation nationale prévoit carrément de scolariser nos enfants dans des tentes pendant la saison des pluies, sans climatisation, en pleine saison chaude. Et vous dites, en fait, on va augmenter le taux de scolarisation sur une ambition normale qu'on n'arrive déjà pas à atteindre. Il faut augmenter. Donc évidemment, avis défavorable, mais je vous invite, chers collègues, à avoir le courage de vous remettre en question, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez à Mayotte une situation explosive où ce week-end, des parents se sont affrontés à coups de cailloux les uns contre les autres pour que des établissements publics servent uniquement à leur fonction, c'est-à-dire scolariser, c'est-à-dire que des familles se sont engagées, ont risqué leur sécurité physique pour s'assurer que leurs enfants aient un avenir, parce que c'est ce qui est en jeu. Ici, on ne peut pas agir en irresponsabilité totale en disant on va fixer des ambitions pour régler des sujets électoraux qui sont loin, loin, loin de Mayotte et de ses préoccupations. Sur place, la situation reste tendue. Elle est très tendue. Je vois bien, à travers telle ou telle déclaration, les interviews d'élus locaux ou d'anciens parlementaires, combien ces questions sont exacerbées. Nous avons déjà eu le débat en commission. Votre amendement vise à accroître les capacités de scolarisation par rapport à la situation antérieure au passage du cyclone Chido. C'est un débat ancien, M. Taché, que j'ai vécu, je crois que je le rappelais tout à l'heure, en 2015, lorsque je me suis rendu à Mayotte comme Premier ministre, aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem, qui était alors la première ministre de l'Éducation nationale à se rendre à Mayotte. En 2015, première ministre de l'Éducation nationale. Alors, on voit bien ce qu'il y a dans votre argumentation. D'un côté, et dans le débat que nous avons, d'un côté, les élus, pour la plupart, ne souhaitent pas la construction de nouvelles écoles, car ils savent qu'une bonne partie bénéficiera, voire encouragera l'immigration irrégulière. C'est la démonstration qui vient d'être faite. C'est l'argumentation qui nous avait été opposée il y a déjà quelques années. C'est très étrange, je le reconnais, d'aller sur un territoire, proposer la construction de nouvelles écoles, de nouvelles classes, et de voir les élus les refuser pour les raisons qui viennent d'être exposées. Ce n'est pas au nom d'une réalité qui n'existe pas. C'est parce qu'ils sont confrontés à ce sujet-là. Et comme Mayotte attire, malgré la pauvreté que nous avons rappelée tout à l'heure, des migrants qui viennent d'autres territoires plus pauvres, y compris dans cette période, je ne rentre pas dans le détail, mais y compris dans cette période, on voit bien la crainte qu'il y a. Et vous proposez de répondre à la nécessité de scolarisation des enfants, y compris en situation irrégulière, par votre proposition. D'une certaine manière, je peux comprendre ces positions, mais permettez-moi de vous dire, vraiment très tranquillement, qu'une seule des propositions, ou qu'une seule des positions, est réellement confrontée au terrain, et que ce n'est pas, M. Taché, la vôtre. Moi, je refuse de laisser dire que nous ne respectons pas les droits de l'enfant, car toute la difficulté soulevée ici, c'est bien justement parce que nous scolarisons ces enfants qu'elle se pose, et que c'est bien normal. Mais attention à ce qui se passe sur le terrain, aux confrontations qui viennent d'être exposées, au rejet profond qui est en train de naître sur Mayotte et qui n'est pas nouveau vis-à-vis des populations migrantes qui viennent notamment, pas seulement, mais notamment des Comores. Donc c'est deux logiques qui s'affrontent, mais il y a une réalité sur le terrain qui est, je crois, qui est en train de nous exploser au visage. Et votre amendement, en réalité, un mérite qui n'est
à mon avis, pas celui que vous recherchez. Il montre que l'on n'avancera pas tant que l'on n'aura pas réglé la question de l'immigration irrégulière à Mayotte. Dans une société qui est sur le point d'exploser, là-bas, et les grands principes, vous êtes sincère évidemment en les affirmant que vous affirmez, mais ces grands principes sont justement mis en danger car nous avons laissé trop faire. Car nous avons laissé trop faire, et j'assume cette part, bien évidemment. Et par ailleurs, Madame la députée, j'assume, j'essaie d'être le plus près d'une réalité. Et par ailleurs, ce n'est pas à la loi, enfin, d'imposer des objectifs de taux de scolarisation. Tout ceci doit être adapté aux besoins, ce qui ne peut pas être décidé que sur le terrain. Chacun d'entre vous rappelle le rôle des élus, et quand les élus disent que ça n'est pas possible, vous refusez de les entendre, Madame la députée, Monsieur le député. Donc si vous dites qu'il faut entendre les élus sur le terrain, entendez ce que dit la rapporteure et entendez ce que disent les élus sur le fait qu'on ne peut pas continuer ainsi, sinon on va droit à un affrontement et à des germes de guerre civile que le membre du gouvernement que je suis ne peut pas accepter. La discussion parlementaire de ce projet de loi d'urgence pour Mayotte se déroule dans une ambiance assez consensuelle. Vous entendez d'ailleurs la sonnerie, les débats vont reprendre et vous allez le voir, certains points font débat. Personne ici n'oserait imaginer à quel point la situation à Mayotte est difficile. Elle l'est, avec des affrontements extrêmement durs entre personnes qui sont également impactées par une réalité difficile à vivre. Mais on ne peut pas non plus piétiner l'ensemble des valeurs de la République en niant que l'amélioration du taux de scolarisation devrait rester un objectif. Quand l'opération Wambushu a été décidée, l'ARS était en train de mener une opération de rattrapage vaccinal après le Covid. Le déplacement des populations de quartier en quartier, des gens qui se terraient, qui se cachaient, a conduit à torpiller cette opération de vaccination, il faut le dire. Et beaucoup de ces enfants ne sont pas retournés à l'école. Alors on ne peut pas dire, comme l'a dit Madame Bamana tout à l'heure, qu'on inscrirait des enfants comoriens au détriment des enfants mahorais. Non, les enfants comoriens comme les enfants mahorais souffrent durement de cette situation, tous ensemble. Et j'en profite pour corriger une sottise qui a été affirmée en commission. Quelqu'un a dit est-ce que vous savez qu'on reçoit à Mayotte des fax des Comores qui nous invitent à inscrire des enfants à l'école? Alors j'ai appelé le rectorat de Mayotte pour savoir si c'était vrai. Puis on m'a dit bien sûr que non. Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus de fax à Mayotte et pas non plus aux Comores. Il s'agit de clarifier les choses. On a bien vu dans le débat qu'il y a eu sur l'amendement de M. Taché, on a bien vu que d'un côté, à juste raison, il a été rappelé l'obligation qui est un principe constitutionnel de scolariser un enfant en France, qu'il soit français ou étranger dès qu'il a 6 ans. De l'autre côté, on est conscient, moi je suis à La Réunion, je suis à 2 heures d'avion de Mayotte, je connais les difficultés de Mayotte, je ne suis pas à 9000 km, on vit aussi ces difficultés-là à La Réunion. On connaît les difficultés aujourd'hui par rapport à un afflux de population qui arrive des Comores à Mayotte. Il va y avoir un débat sur l'immigration. Ça viendra en son temps, puisqu'on a parlé du texte des Républicains et d'autres textes qui, je ne doute pas, viendront derrière. Mais là, on dit, il ne s'agit pas justement de reconstruire à l'identique. On est dans une phase de reconstruction. Si on veut reconstruire sur des bases nouvelles, il faut avoir ces chiffres-là, savoir concrètement aujourd'hui combien d'enfants sont en situation d'être scolarisés à Mayotte. Sinon, on va continuer sur des discours comme ça qui ne feront rien avancer sur des postures idéologiques. Je vous remercie. Monsieur Léaumont. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ici, nous sommes dans le temple de la République. Et notre devoir de législateur, c'est précisément de faire en sorte qu'au regard des principes que nous fixons comme des principes centraux, notre Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bref, ce qui fait précisément notre identité de Français, c'est qu'au regard de ces principes-là, la France soit toujours à la hauteur des promesses de la République. Il ne peut donc jamais être question que ici ou là, dans l'un ou l'autre des territoires de la République, la France ne soit pas à la hauteur des principes qu'elle a proposés et inscrits dans son droit légitime. Or, lorsque vous dites qu'il y aurait une différence
du côté du Rassemblement national, entre, d'un côté, des élèves français et de l'autre, des élèves qui n'auraient pas la nationalité française. Vous êtes indignes des valeurs de la République française. Parce que précisément, ce que déclare la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui naît avec le drapeau tricolore de la République, qui naît avec la Marseillaise, qui naît avec la devise liberté, égalité, fraternité, impose que la France soit à la hauteur de ses promesses. Dès lors, chers collègues, notre devoir de législateur est de faire échec à ceux qui, en face de nous, sont en train de dire que pour une raison ou pour une autre, nous devrions aller à l'inverse de ce que fixent nos codes, et notamment le code de l'éducation, j'en parlerai tout à l'heure, et notamment les conventions internationales que nous avons signées, parce que c'est l'honneur et le devoir de la France d'être à la hauteur de ce qu'elle est aux yeux du monde, le pays des droits de l'homme et du citoyen. Merci beaucoup. Et donc, je vais mettre aux voix l'article 2 dans son ensemble. Par scrutin public, je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 129, exprimé 129, majorité 65, pour 129, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité l'article 2. Il est indispensable de prévoir des structures pour reloger sur un temps long les personnes qui n'ont plus de logement. Il s'agit spécifiquement aujourd'hui, je veux le rappeler, de familles mahoraises et aussi des familles des agents des différents services publics sur le territoire. L'amendement de M. Naillet, qui va être examiné sans doute plus tard et qui a été adopté en commission, permet de préciser ce point. L'attribution, je veux le rappeler, sera prévue par un cahier des charges rédigé avec le préfet qui précisera cette priorité. Et cette dérogation permet précisément d'aller plus vite en gagnant le temps de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Et là aussi, cela doit se faire en grande concertation avec les élus. Je sais que le terme modulaire qu'on va retrouver, qui est utilisé de manière courante, évoque l'idée, et ça je peux parfaitement le comprendre, d'une construction de mauvaise qualité, qu'à juste titre, personne ne veut voir s'installer à Mayotte. Il y a, de ce point de vue-là, un passif. Il s'agit en fait de structures construites hors site, permettant de gagner en rapidité et d'aide réversible, de qualité. Il s'agit de pouvoir démultiplier, il faut le faire, il faut être réaliste en termes de temps, de pouvoir démultiplier les solutions mises en place à Mayotte. Et des solutions de construction traditionnelles seront évidemment également mises en œuvre. Leur caractère provisoire est d'ailleurs garanti par la loi avec le délai de 2 ans d'implantation. Et au-delà de ces 2 ans, ces constructions seront retirées et leur maintien éventuel, s'il est jugé nécessaire, ne pourra se faire qu'avec la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Voilà, c'est ces éléments-là qui consolident, de mon point de vue, cet article 3. Madame la rapporteure, je comprends votre souci. En fait, c'est de ne pas avoir du provisoire qui dure. Ça, c'est un mal bien français, parfois. Mais revenons à une comparaison historique. Aujourd'hui, nous sommes sur Mayotte année 0, en réalité. Et l'Hexagone métropolitain a connu aussi son année 0 en 1945. Et il a fallu reloger des populations rapidement dans du provisoire. Et fort heureusement, ce provisoire n'a pas duré, puisque des politiques publiques ambitieuses ont été mises en place pour permettre la reconstruction des villes qui avaient été démolies par les bombardements. Et quand je parle de bombardement, les images qu'on voit de Mayotte nous donnent vraiment l'impression d'un effet de blast. Par contre, là où nous devons être extrêmement attentifs, c'est que ce modulaire provisoire, une fois que nous aurons reconstruit, ne serve pas à remplacer ce qui existe aujourd'hui dans les bidonvilles. Car on sait que certains voudraient le réutiliser dans l'avenir pour continuer à fixer des populations en situation irrégulière et continuer cet appel d'air, entre autres vers les Comores et l'Afrique orientale. Donc nous comprenons le sens de votre amendement, mais au regard du caractère d'urgence, et le préfet, lorsque nous l'avons auditionné, l'a rappelé, il y a des enseignants, il y a des policiers, il y a des familles mahoraises, il y a des étrangers en situation régulière qui ont vu leur habitat détruit. Eh bien, il est nécessaire de leur offrir un toit, ne serait-ce que pour une période de 2 ans. Je vous remercie, Madame Voynet.
Oui, cet article, la suppression de cet article a fait l'objet d'une assez longue discussion en commission. Moi, si j'ai bien compris notre rapporteure, elle était inquiète à l'idée que ce provisoire dure. Moi, je suis inquiète aussi pour autre chose, c'est-à-dire que on parle de modulaire. Mon expérience de maire ancienne et mon expérience aussi à Mayotte me conduit à penser que le délai nécessaire pour fabriquer, transporter, installer, terrasser des modulaires, ça va être assez long. Et donc, l'hébergement d'urgence, ça risque d'être des tentes, ça risque d'être des choses beaucoup plus légères que ça. Et donc, il faut qu'on soit bien clair sur ce qui est nécessaire. On a besoin de logements transitoires pour héberger tous les corps de métier qui vont être nécessaires pour faciliter la reconstruction de Mayotte. Et c'est vrai à la fois pour les forces de l'ordre, pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics, etc., mais aussi pour les professionnels de santé, les enseignants, les pompiers, etc. Mais je crois qu'il est quand même nécessaire de garder cet article, puisqu'il est précisé que la liste des prestations et équipements seront précisées ultérieurement. Il faut qu'on soit sûr qu'on est bien dans le relogement d'urgence et qu'on ne va pas nous expliquer au bout de 2 ans que finalement on a besoin, on garde des choses indignes. Merci, Madame la rapporteure. Le modulaire, ce sont des containers qu'on climatise. On sait bien ce que c'est à Mayotte parce qu'en fait, avant Chido, il y a des containers climatisés dans nos établissements scolaires, à l'hôpital, au rectorat, les services de la préfecture. Il y en a plein des containers climatisés à Mayotte. Le modulaire, c'est une habitude de l'État à Mayotte. Et pendant le cyclone Chido, on a vu ces modulaires de l'autre côté de l'île emportés. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont dangereux. Moi, ce qui me gêne dans ce projet sur la loi d'urgence, c'est en fait l'énergie que met l'État sur le modulaire. Vous voyez, compte tenu du fait qu'on parle d'une reconstruction, on est en train de nous dire on va faire avec du bricolage. Et c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, on ne peut pas continuer dans un territoire où l'État a été un mauvais acteur par rapport à la construction. C'est limité à nous mettre des containers climatisés qu'il a empilés partout, et maintenant nous dire, voilà, là c'est l'effort de l'État pour la reconstruction et l'urgence des urgences, c'est de nous permettre d'en remettre partout. Pardon, mais non. On a pour ambition, nous, à Mayotte, plus que ça. Plus que ça. Et je rappelle quand même que le modulaire, c'est de l'importation. Ça veut dire que ça va arriver par bateau au moins 6 semaines à 2 mois plus tard. Donc en termes de gain de temps pour la reconstruction, il est nul. Donc moi, je sais bien que monsieur le préfet et d'autres sont des avocats acharnés du modulaire. On a eu beau expliquer, tous les élus de Mayotte, tous les élus locaux, on a dit non sur le modulaire. On l'a dit lors des échanges avec le Premier ministre, on l'a redit avec le ministre de l'Outre-mer, et on continue à nous expliquer que des containers climatisés, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle quand même que c'est du temporaire qui s'installe à Mayotte, parce qu'on en a déjà. Et qu'il n'y avait aucune explication sur pourquoi est-ce qu'on se permettrait de nous mettre du modulaire avant. Là, on a juste servi sur un plateau une très très bonne raison, et puis en plus, dans l'article, on se passe du consentement des communes. Donc en fait, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on en met un peu partout. Et puis, comme on est dans la granularité des choses, je vais rappeler que l'île ne fait que 375 km². Donc si vous occupez le foncier avec du modulaire, comment est-ce que vous reconstruisez ? Où est-ce que vous reconstruisez ? Il est là le sujet aussi. C'est-à-dire que nous, et vraiment, on n'est pas du tout insensible à la problématique du relogement. La problématique du relogement ne se pose en fait que pour les fonctionnaires hexagonaux, parce qu'il n'y a aucune famille mahoraise qui accepte le modulaire. Aucune. Pas une, hein. On attend tous les réponses pour savoir comment est-ce qu'on reconstruit avec le prêt à taux zéro, mais par contre, aucune famille ne souhaite un relogement dans le modulaire. Nous, ce qu'on a demandé pour le relogement des fonctionnaires qui arrivent pour nous aider, et c'est important, on a demandé à l'État d'installer des paquebots qui soient à quai, qui soient transformés pour l'habitation et qui seront temporaires.
Donc nous, on l'a demandé, ça se fait ailleurs. On a demandé aux services de travailler, on a demandé même au secteur privé d'aller nous trouver des solutions de relogement où on mette à quai des paquebots qui permettent des habitations. Excusez-moi, vous êtes tous en train de vous dire un paquebot, c'est quand même pas super confortable. Je rappelle le modulaire, container, réfrigéré. Niveau confort, c'est top. Demandez aux uns et aux autres qui sont concernés parce qu'on a un certain usage du modulaire à Mayotte. Donc voilà, j'explicite mon avis défavorable, mon amendement de suppression. Je vous remercie, Madame la Présidente de Commission. Bien, effectivement, en commission, l'article a été voté en majorité avec des amendements qui... notamment ont permis d'introduire le fait que cet hébergement d'urgence pour les sinistrés respecte un certain nombre de normes de qualité et qui est par ailleurs consultation des communes. Néanmoins, et là j'appuie aussi certains propos de Madame la rapporteure, c'est vrai qu'il y a eu de très fortes interrogations sur le fait que le modulaire devienne durable dans le temps à Mayotte. Ceci d'autant plus que pour l'instant on ne voit pas de plan de long terme pour le logement en dur à Mayotte. Et en tout cas, ça nourrit évidemment toutes les interrogations qui viennent d'être soulevées. Voilà, alors si la quasi-totalité des groupes politiques salue une avancée pour Mayotte, un projet de loi indispensable pour reconstruire au plus vite l'archipel dévasté par le cyclone Chido, ils estiment néanmoins qu'il aurait fallu aller plus loin. Retour en séance. Monsieur Philippe Gosselin pour le groupe Droite républicaine. Il y a urgence à remettre Mayotte debout. Ce texte, le texte dont nous débattons et que nous allons voter tout à l'heure, va dans ce sens. Il va permettre la reconstruction de Mayotte en allégeant des procédures, en accélérant des calendriers, en donnant aussi différents moyens. Donc disons-le tout de suite, si ce texte va dans le bon sens, et il le va, le groupe DR le votera. Mais pour autant, le compte n'y est pas. Ainsi de l'habitat informel, joli nom pour parler de bidonville. Cet habitat informel n'est quasiment pas traité dans le texte. C'est pourtant plus de 40% de l'habitat de Mayotte. Un habitat qui est occupé la plupart du temps par une population immigrée et qui est là de façon illégale, avec la complicité d'un État voisin qui s'appelle les Comores. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Rapporteure, chers collègues. L'examen en séance publique du projet de loi d'urgence pour Mayotte nous aura laissé un sentiment mitigé. D'un côté, nous avons fait preuve de moments devenus rares d'unanimité autour de solutions pour répondre à l'urgence de la situation à Mayotte, mais de l'autre, la séance a été l'occasion d'évolutions qui auront fait perdre au texte une partie de sa force et de sa cohérence, et je crains de son efficacité. Malgré toutes les réserves que je viens d'exprimer, il nous apparaît essentiel de faire avancer ce projet de loi afin que le Sénat puisse rapidement s'en saisir et que son adoption rapide permette dès le mois prochain une mise en œuvre opérationnelle de ces mesures d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. Nous voterons donc pour ce projet de loi afin de répondre à l'urgence de la reconstruction de Mayotte. Je vous remercie. Que penser au fond de ce texte de loi? Qu'il vaut autant par ce qu'il comporte que par ce qui y manque, qu'il est plombé par l'ajout de quelques amendements aux arrière-pensées pénibles qui font l'impasse sur la réalité complexe de Mayotte et dont le Sénat aura la sagesse de débarrasser le texte. Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Qu'importe au fond, il faut avancer pour Mayotte et les Mahorais. Nous, parlementaires du groupe écologiste et social, avions l'intention de voter en faveur de ce texte, malgré certains échanges aux limites de l'insulte, malgré les amalgames et les sous-entendus, malgré les fake news colportées en séance, l'ajout de scories inspirées par les obsessions xénophobes de l'extrême droite nous contraint à l'abstention. Je me réjouis, moi, que nous ayons pu travailler en commission comme en séance, tous ensemble, et oui, tous ensemble, en bonne intelligence et dans l'intérêt de nos amis mahorais, par le dialogue et la conscience de la responsabilité qui est la nôtre ici. Le groupe MODEM tient aussi à vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre écoute, votre maîtrise du sujet et votre sens du compromis ô combien nécessaire sur les sujets d'outre-mer.
pour sortir Mayotte du chaos dans lequel elle est plongée depuis le passage du cyclone Chido et puis de la tempête Dikeledi. Il était urgent de légiférer pour permettre des mesures de soutien à la population et de reconstruction des écoles, des logements, de l'hôpital et de toutes les infrastructures détruites par ces intempéries, y compris agricoles. Je le dis ici, je voterai pour cette loi d'urgence pour Mayotte. Mais à ce jour, le gouvernement n'a annoncé aucun financement pour cette reconstruction. Alors que le Sénat débat du budget, l'absence de fonds dédiés à la reconstruction de Mayotte nous inquiète. Nous attendons également de connaître le détail de la loi Mayotte annoncée par le gouvernement. Je rappelle à cet égard que j'ai déposé une proposition de loi de programmation Mayotte en novembre. J'espère que le gouvernement en reprendra les grands axes qui sont le fruit de 18 mois de travail de tous les élus mahorais. Mayotte a l'ambition d'une reconstruction vertueuse et durable, que nous sorte du gouffre et des multicrises, qui nous extirpe enfin du sous-développement structurel. Mayotte a le courage de tenir. Nous vous demandons le courage de l'ambition pour notre département. Je vous remercie. Madame la rapporteure, Monsieur le ministre d'État, Madame la présidente de la Commission, chers collègues. Face à une situation exceptionnellement grave, nos réponses se doivent d'être exceptionnellement fortes. Le cyclone Chido, qui a frappé Mayotte, est le plus puissant dans la région depuis 90 ans. Il constitue un drame d'une gravité inédite, tant par les pertes humaines que par les dégâts matériels majeurs qu'il a causés dans l'archipel. Le groupe Horizon et Indépendants réitère sa solidarité et son soutien aux victimes, à leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble des Mahorais et Mahoraises qui continuent de subir les conséquences de cette catastrophe. Lors des débats, ont été ajoutées des dispositions permettant de renforcer la lutte contre l'habitat informel, qui fait figure de priorité. Parmi elles, l'encadrement de la vente de tôles et l'intégration explicite, dans le champ de l'ordonnance prévue à l'article 4, de l'objectif de lutte contre l'habitat informel. Le groupe Indépendant salue par ailleurs le renforcement de mesures visant à soutenir l'emploi, accompagner les entreprises et nos compatriotes mahorais dans les mois à venir. Je pense notamment au report des obligations fiscales des entreprises mahoraises, ainsi qu'à la suspension des obligations de paiement et de recouvrement des cotisations sociales et cotisations patronales pour tous les cotisants mahorais. Le texte qui fait aujourd'hui l'objet d'un vote est loin d'acter un consensus politique. À l'échelle locale déjà, la concertation des acteurs et élus a été évincée. À l'échelle nationale ensuite, les parlementaires mahorais ont été écoutés d'une oreille vaguement attentive. À l'échelle du pays, enfin, ce texte a invisibilisé la solidarité nationale qui a pu naître du drame mahorais pour y introduire à la place des éléments idéologiques. La sécurité, de finances publiques et d'écologie sont bien connus. Vous nous le dites, Monsieur le Ministre, une seconde loi viendra, dans quelques mois, prendre à bras le corps les défis structurels que rencontrent nos concitoyens mahorais et qui affectent dans son essence l'ensemble de la nation française. Pour ce qui concerne la loi qui nous préoccupe aujourd'hui, le groupe UDR tient à saluer, en dépit des divergences d'opinion qui peuvent nous opposer, l'engagement de Madame la rapporteure. Son travail illustre la lucidité et la franchise qui devraient être les conditions sine qua non du travail parlementaire. Lucidité, franchise et engagement qu'a très largement incarné notre collègue Bamana, également élu de Mayotte. Nous parlons ici de la vie de nos compatriotes mahorais. À ce propos, je tiens tout d'abord à remercier encore du fond du cœur le formidable mouvement de solidarité qui a surgi après le cyclone. Merci à la Fondation de France, merci aux donateurs et aux bénévoles. Votre générosité et votre aide nous sont précieux. Après Chido et Dikeledi qui ont balayé nos vies et laissé derrière eux la ruine et le désespoir, les pouvoirs publics se devaient de réagir promptement. Ce qu'ils ont fait avec ce texte dans le court délai d'un mois. Mais cet état de fait ne doit pas nous rendre aveugles, car malheureusement, derrière la bonne volonté affichée du gouvernement, ce texte demeure très loin des réalités. Bien que la prolongation de la durée de versement des allocations chômage et le maintien des droits et prestations sociales jusqu'au 30 juin 2025 soit une bonne chose face à l'urgence, nous regrettons qu'aucune mesure sur l'annulation des dettes d'eau, d'électricité, le blocage des loyers ou l'alignement du SMIC et des minima sociaux sur l'Hexagone ne soit mise en œuvre. Monsieur le ministre, avant un nouveau projet de loi, ce qu'attendent les Mahorais et Mahoraises dans l'immédiat, ce sont des bâches pour couvrir les maisons, des tronçonneuses pour libérer l'accès aux parcelles agricoles, de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante. Donc le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 558, exprimé 448, majorité 225, pour 446, contre 2. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà pour cette discussion générale du projet de loi d'urgence pour Mayotte, texte voté en réaction au ravage du cyclone Chido qui a frappé, dévasté l'archipel le 14 décembre dernier. Une fois adopté, le texte va poursuivre son chemin législatif au Sénat. Et puis précisons que les questions migratoires qui sont éludées de ce projet de loi d'urgence devraient s'imposer en toile de fond du débat, puisque Manuel Valls, ministre des Outre-mer, a annoncé une loi-programme sur les questions migratoires dans les 2 mois qui suivent. À bientôt sur LCP, la séance est levée. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.